Shalom à toutes et à tous. On est très content de se retrouver grâce à Midreshet Yehuda Manito. On est avec Georges Tira pour parler ensemble du Chassidi, les différents courants chassidiques. Et je te laisse la parole pour nous faire un résumé et continuer. Bechavot, Georges. Merci, Monsieur Yohan. Après, tu me mets en plus grand si tu peux. D'accord? Merci beaucoup. Donc, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Et on va commencer avec un petit carnet de famille sympathique. Alors, on va le lire quand même. C'est le mariage d'un petit-fils de Maxime. Cizel, de Freddy Cizel et d'Evelyne Cizel, qui s'est marié, je crois, dimanche. Donc, Mazel Tov, ça, c'est des bonnes nouvelles. Et j'ai vu ce garçon à la synagogue Shabbat, plein de grâce, souriant, magnifique. Donc, ça fait plaisir. Mazel Tov à toute la famille Cizel, c'est une grande, grande famille. Voilà, alors on va tout de suite rentrer dans le résumé. Depuis la dernière fois, il s'est passé beaucoup, beaucoup de choses dans notre pays. Les choses vont vite. On a eu une guerre de 12 jours. On s'était vu avant la guerre et on se revoit après la guerre. Je pense que le paysage a un petit peu changé, mais ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Pour le moment, on verra. Wait and see. Voilà, alors la dernière fois, on avait parlé survoler comme ça, on rentrera plus en détail, des différents rabbis qui sont donc les chefs de cour chassidiques en Ukraine, en Lituanie et en Pologne. Et puis, on avait vu aussi qu'ils se sont opposés au premier promoteur de la Scala en Pologne. C'était trois personnages importants, Mendel Leffin, Nachman Krochmal et Joseph Perl, qui ont été les pionniers de la Scala en Pologne. Ça, c'est une toute autre histoire que je vous raconterai, mais un petit peu plus tard, pas maintenant. Voilà. Et puis, on a vu aussi que les dynasties chassidiques se développaient pour l'essentiel autour d'un lieu géographique. Ça, c'est un point important de cette histoire. Et donc, les cours chassidiques que vous connaissez, Vichnitz, Belz, Gour, etc., ce sont des lieux. Ce sont des lieux où un rabbi s'est installé, ou un tzaddik, et a fait souche. Voilà, alors comme ça, on a Belz, on a Lubavitchi, qui a donné les Lubavitch, etc. Les différentes dynasties chassidiques, au passage, je vous signale qu'il y a en tout approximativement 80 cours chassidiques, 80 mouvements chassidiques. Et alors, il y en a des importants, il y en a qui sont beaucoup plus petits, il y en a qui n'existent plus, il y en a qui ont disparu, mais je vous expliquerai ça au fur et à mesure. Je vous rassure tout de suite, on ne va pas étudier en détail les 80. On s'arrêtera un petit peu en dessous. On s'arrêtera à 79, ça suffira aussi, ou peut-être même encore un de moins. Voilà. La particularité des cours chassidiques, c'est l'emprise du tzaddik sur ses voies. Et ça, c'est un peu le côté gris de l'affaire. Il a une autorité absolue sur ses fidèles. On a aussi parlé de la rémunération du tzaddik et on a vu que on disait que le tzaddik, il est rémunéré comme le portier qui permet l'accès à la demeure royale. Donc, effectivement, c'est un petit peu bizarre. Ça a provoqué, il y a évidemment la majorité des tzadikim sont des gens de très, 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 très grande valeur, et ça, nous en reparlerons, mais il y a aussi eu un petit peu des truands qui sont rentrés là-dedans parce qu'ils ont trouvé une bonne opportunité. Par contre, ils ont un rôle tout à fait essentiel dans la psychologie de leurs fidèles. Le tzaddik soulège la peine de ses ouailles. Il prend sur lui une partie de leur douleur, de leurs difficultés, de leur misère. Il les aide aussi sur la voie d'une foi totale, absolue, et cette foi totale aide les gens. Et donc, le tzaddik a véritablement une fonction sociale très importante et qui a beaucoup, beaucoup soulagé les communautés juives de Pologne à l'époque. Juste une seconde. Mais une seconde, oui. Les Anart, ils ont 2 Bnot Mitzvot cette semaine. Ah bon, alors une petite parenthèse, on vient de me signaler que Suzy et Sigi Anhart ont 2 Bnot Mitzvot cette semaine. Donc je rajoute ça à notre bon carnet du début, 2 Bnot Mitzvot, ça c'est sympathique aussi, et Mazel Tov à la famille Anhart. Je continue mes affaires. Il y a
on en a parlé la dernière fois, une opposition très violente des Mitnagdim contre les Chassidim, mais une opposition qui ne va pas durer très très longtemps, nous verrons pourquoi. Ça va durer une trentaine d'années, de 1772 à 1804, donc 32 ans très exactement. Alors il y a deux raisons à ça. Les Mitnagdim n'apprécient pas du tout la façon débridée qu'ont les chassidim de prier. On danse, on chante, on boit pendant l'office. Enfin, c'est un petit peu, ça sort des sentiers battus et traditionnels. Euh, ils n'apprécient pas non plus la prééminence de la prière sur l'étude du Talmud. Ça, c'est une critique très forte qu'ils font aux chassidim. On n'apprécie pas non plus cette vénération qu'on accorde aux tzaddik, et puis aussi des changements dans la tfila et également dans la shrita basés sur les principes du Hari Akadosh, c'est quand même pas n'importe qui, mais voilà, ils ont apporté des changements aux traditions. Et alors surtout, ils leur reprochent une relation à la Kabbale qui est popularisée auprès de gens qui n'ont aucun niveau d'études talmudiques. Et ça, du point de vue des mitnagdim, ça n'est pas possible. C'est dangereux. On reviendra largement là-dessus ce soir. Alors, il y a trois rabbins qui vont déterminer à l'époque ce que notre judaïsme d'aujourd'hui est encore. Donc, ça se formate à la fin du XVIIIe et au XIXe siècle par trois rabbins qui sont le Ramchal, dont nous avons déjà parlé, Rabbi Moshe Luzzatto, un très très grand philosophe, le Baal Shem Tov, dont nous avons déjà parlé, et le troisième est le Gaon de Vilna, dont nous avons parlé et on va terminer son histoire ce soir. Alors le Gaon de Vilna, ce que nous avons vu la dernière fois, il est né en 1720 en Biélorussie, il est très précoce. Dès l'âge de 10 ans, il est parfaitement capable d'étudier tout seul sans l'assistance d'un maître. Et puis il va voyager un petit peu et en 1748, il revient à Vilna. Très jeune et pourtant déjà consulté par de très grands rabbins sur des problèmes de halakha compliqués. C'est vraiment un homme d'une exceptionnelle qualité intellectuelle. Il a rédigé des notes, des commentaires sur toute notre littérature sacrée qui a donné matière à la rédaction d'une cinquantaine de livres qui seront publiés par ses fils. Lui ne publie rien, il a juste ses écrits. Il a une particularité, le Gaon de Vilna, qui est extrêmement rare à l'époque. Il a de très très vastes connaissances dans les matières profanes, et pas dans n'importe quoi, en mathématiques, en biologie, en astronomie, en géographie, en langue et en musique. C'est donc un honnête homme, comme on appelait à la Renaissance, un homme qui a une très très vaste connaissance dans tous les domaines profanes, excepté la philosophie. Ça, il ne s'en empare pas, évidemment. Il a d'autres critères pour la philosophie. Et d'ailleurs, il demande à chacun de ses élèves d'être féru dans une matière profane. Et voilà ce qu'il dit. Un homme sans connaissance manque de beaucoup d'éléments pour comprendre la Torah. C'est très intéressant. Voilà quelqu'un qui dit qu'on a besoin du Chol pour comprendre le Kodesh. Il y a beaucoup de gens qui feraient bien de se rappeler cette maxime de Gaon de Vilna dont ils se revendiquent et qu'ils ont un peu oublié de nos jours. Il a un élève, son plus proche élève, qui s'appelle Rabbi Chaim de Volodjin, qui ouvrira une yeshiva sur les principes du Gaon de Vilna, une yeshiva qui fonctionne 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 heures. Évidemment, il y a une rotation des élèves, mais on est en permanence dans l'étude. Le Gaon aura un projet d'Alia qui sera avorté. Je vous ai raconté le détail, je n'y reviens pas, mais ce qui est intéressant, c'est que 200 fidèles du Gaon de Vilna, accompagnés de leur famille, vont faire leur Alia, vont s'installer en Israël sous la houlette du rabbi de Chiklov. Le rabbi de Chiklov avait été chargé par le Gaon de Vilna de traduire Euclide en hébreu. Vous voyez, là encore, une référence au rôle. En fait, ces 200 familles seront le premier peuplement un petit peu massif d'Eretz Israël par un groupe de juifs, en parallèle avec le peuplement par des groupes de chassidim qui se sont installés à Tibériade.
Pour la petite histoire, je vous avais raconté que le grand-père ou l'arrière-grand-père de l'ancien président Rivlin faisait partie de ces 200 familles. Alors, ça c'est le Gaon de Vilna. Il est opposé au chassidisme parce qu'il a une méthode d'étude. Et la méthode est la suivante. On étudie le Talmud par une analyse du texte rationnel. Premier point. Deuxième point, le Talmud et la Kabbale ne sont absolument pas antinomiques et en opposition. Ça, ce sont les principes du Gaon de Vilna. La raison profonde de son opposition au chassidisme, et ça c'est un point très important que je vous rappelle qu'on avait vu, porte sur la nature de la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. La nature de sa présence, la nature de son intervention dans l'économie de l'homme. Le Gaon considère que ce qu'expriment les chassidim sont des concepts complètement galvaudés, et cette dispute a une origine très ancienne, elle remonte à 2 siècles auparavant, avec le Hari HaKadosh, grand kabbaliste et grand philosophe juif. Ces dates, je vous les rappelle, c'est 1534-1572, donc il n'a pas vécu très très âgé, et qui dit la chose suivante. Le Hari disait, la survenue de l'ère messianique est conditionnée par l'étude et la diffusion de la Kabbale. Premier point. Deuxième point, je n'ai pas pu achever mon travail. Et par conséquent, viendront dans les générations futures de grandes âmes pour préparer l'avènement de l'époque messianique. Et c'est donc basé là-dessus que les tzadikim, qui apparaissent comme de grandes âmes, vont diffuser massivement la Kabbale et vont la diffuser auprès d'une population qui n'a pas forcément la formation pour la recevoir. Alors, comme toujours, quand il y a des périodes de malheur, il y a des tendances messianiques qui se font jour, des espoirs, et c'est dans ce climat-là que vont apparaître précisément le Besht, le Baal Shem Tov, le Ramchal, et Agra, c'est le Gaon de Vilna. Le Gaon va combattre le Besht et Ramchal, car il considère qu'il dévoile trop de secrets kabbalistiques avec un risque énorme de retour du sabbatéisme. Donc en fait, les craintes du Gaon de Vilna, c'était pas une crainte de concurrence, c'est pas ça du tout. Il craint que cette diffusion débridée de la Kabbale, qui est quelque chose de difficile, on considère d'après le Talmud qu'on doit commencer à étudier la Kabbale qu'après l'âge de 40 ans, c'est un risque énorme d'un retour du sabbatianisme dans la communauté. Et pourtant, ces 3 personnages auront diffusé dans leur vie le sod, le secret, la Kabbale, mais chacun d'une manière différente. Le Gaon de Vilna a diffusé le sod de la Kabbale auprès de ses érudits, donc conformément à ce qu'il dit, il faut un certain niveau d'études talmudiques pour pouvoir recevoir les enseignements de la Kabbale. Ramchal, Rabbi Moshe Lutzato, va diffuser la Kabbale au travers de ses écrits philosophiques et de pensées juives, et le Baal Shem Tov va diffuser la Kabbale auprès du petit peuple, peut-être pas forcément prêt à recevoir un enseignement aussi difficile. Donc voilà, nous en étions là, et on comprend bien que ce débat entre les Mitnagdim et les Chassidim porte sur quelque chose d'essentiel à la survie du judaïsme, étant entendu que peut-être les Chassidim sont allés trop loin dans cette diffusion, et certainement le Gaon de Vilna et les Mitnagdim sont allés trop loin dans l'anathème, nous allons voir ça maintenant. Alors, il va s'opposer aux Chassidim, tant dérives, tant dans leurs pratiques, qui sont un peu déviantes, nous l'avons vu, danser, chanter, etc., que surtout dans leur compréhension des concepts fondamentaux de la Kabbale. Il va essayer de freiner ces dérives qu'il constate dès les débuts du chassidisme, tout de suite, dès le départ, c'est-à-dire peu de temps après le Baal Shem Tov, notamment avec Rabbi Nachman, Nachman de Liadi.
On va voir ça tout à l'heure. Il va y avoir des affrontements extrêmement durs. C'est triste comme histoire, mais c'est ce qui se passe. Et des affrontements qui, jusqu'à aujourd'hui, laissent des traces, laissent des souvenirs douloureux dans ces différentes communautés d'Europe. Le Gaon demande qu'on combatte le chassidisme qui s'infiltre notamment en Lituanie. Alors la Lituanie, c'est le cœur battant du monde Mitnagdim, et voilà que les chassidim viennent agresser les murailles de la Torah la plus pure, et donc il va s'opposer très violemment. Ça va loin. Un rabbin chassid, par exemple, est obligé de quitter son poste. Un chazan sera empêché brutalement de faire la tfila selon le Hari. Et je vous rappelle que le Hari, c'est quand même pas vraiment le Jacob Frank du XVIe siècle. Hein. C'est une sommité qu'on étudie encore aujourd'hui. Eh bien, on l'empêche de faire la tfila selon le rite du Hari. À deux reprises, en 1772 et en 1774, Rabbi Shneur Zalman de Liadi, je vous rappelle, c'est le fondateur de Chabad, veut rencontrer le Gaon de Vilna pour lui expliquer que le chassidisme n'est pas en opposition au judaïsme. Il n'est même pas en opposition au mitnagdim. C'est une autre approche. Et ce qui n'est pas bien, il faut dire les choses telles qu'elles sont, le Gaon refuse de le recevoir. Il refuse la discussion. Donc on en est là, mais ça va bien plus loin. Il met les chassidim au cherem, vous savez ce que ça veut dire le cherem, au banc des communautés, ils ne peuvent plus avoir leur communauté, il ne faut pas leur adresser la parole, etc. Il fait fermer pas mal de leurs synagogues, c'est très violent. Et en 1780, va paraître le livre de Rabbi Yaakov Yosef de Polnoï. Je vous rappelle ce que c'est ce livre. Mais Yaakov Yosef de Polnoï était un élève du Baal Shem Tov et qui a mis par écrit les pensées du Baal Shem Tov n'a rien écrit. Il a enseigné, il n'a pas écrit. Et il a mis par écrit toute la pensée du Besht et ça a été très largement diffusé. Alors ça, c'est un crime de lèse-majesté terrible pour les mitnagdim. Le combat devient plus dur. On appelle à des autodafés. On brûle les livres de Rabbi Yaakov de Polnoï. On prononce un deuxième chérem et le Gaon de Vilna envoie une lettre à toutes les communautés de Lituanie et de Biélorussie où il dit la chose suivante. Il est du devoir de chaque juif croyant de désavouer les chassidim, de les chasser, de les traquer, car ils ont péché et sont comme une plaie sur le corps d'Israël. Vous avouerez que c'est quand même extrêmement violent. Gaon de Vilna, voilà. Alors, il y a des diatribes, il y a des polémiques qui mèneront à une atmosphère, véritablement une atmosphère de guerre communautaire, qui culminera à la mort du Gaon de Vilna. Il est âgé déjà. Et lors de son enterrement, alors que les disciples du Gaon pleurent évidemment la perte de leur rabbi, les chassidim de Vilna se réjouissent et dansent de joie dans les rues. Alors évidemment, ce n'est pas très sympathique non plus, donc ça va devenir encore plus violent. On va arriver à des extrêmes. Le combat va continuer. On ira jusqu'à dénoncer des chassidim auprès des autorités russes, les accusant d'être des hérétiques nuisibles pour l'État. Or ça, c'est quelque chose d'extrêmement grave. C'est ce qu'on appelle un Moser. C'est pas un renégat, c'est un délateur. Il est de tradition, je ne sais pas si c'est de halakha, je ne vais pas m'avancer là-dessus. En tout cas, les problèmes communautaires, traditionnellement, sont résolus à l'intérieur de la communauté. C'est le rôle du Beddin, que ce soit entre deux personnes, entre deux groupes ou entre deux communautés. C'est le Beddin qui règle le problème selon la halakha. Aller dénoncer un problème intracommunautaire auprès des autorités russes, on fait là acte de Moser, de renégat. C'est excessivement grave. On est allé jusqu'à là, jusqu'à ça. Bon, c'est ce qui s'est passé et c'est difficile à comprendre. Finalement, le conflit va se calmer pour deux raisons. D'abord pour une raison intellectuelle,
c'est que les mitnagdim vont se rendre compte que le chassidisme ne veut en aucun cas détruire le judaïsme orthodoxe, que les tzadikim, les dirigeants du chassidisme, sont véritablement des rabbins de très très haut niveau d'études, très haut niveau, et donc ils comprennent que le danger qu'ils ont craint n'était pas réel. Et puis il y a une raison politique toute simple, c'est que en 1795, il y a le premier partage de la Pologne. Vous savez que la Pologne va être disloquée jusqu'à disparaître complètement de la carte politique de l'Europe au début du 19e, tout début du 19e, et elle ne reviendra sur la carte politique qu'après la guerre de 14-18. Et avec ce partage, les chassidim vont se retrouver sous l'autorité de l'Autriche et les mitnagdim sous autorité russe. Donc, il y a moins de contacts parce qu'il y a les frontières, et donc moins de friction également, et les choses vont définitivement se calmer. Ça va même plus loin, puisqu'il y a des moments, par exemple, où chassidim et mitnagdim vont faire cause commune pour lutter contre la Haskalah, le mouvement des Lumières, qui n'est pas très bien accepté par le judaïsme orthodoxe. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Eh bien, aujourd'hui, les deux mouvements s'entendent, tout en gardant chacun sa spécificité, évidemment. On ne peut plus aujourd'hui étudier dans une yeshiva, même une yeshiva de Chassidim, sans l'aide des livres du Gaon de Vilna. Elle est nécessaire à la compréhension de notre Torah. D'un autre côté, on ne peut plus prier dans les synagogues aujourd'hui sans cette approche du Baal Shem Tov, sans danser grâce à Rabbi Nachman de Braslav. Excusez-moi. Ça pourra m'arriver, vous inquiétez pas, c'est pas grave. Pour vivre heureux, dans cette espèce d'ambiance chaleureuse qu'on retrouve d'ailleurs dans le judaïsme séfarade. Et ça, c'est intéressant parce que on parle là de la Pologne. On a des rigoristes et on a les chassidim qui vivent dans la joie. Et le judaïsme séfarade avait cette particularité que tout en ayant des rabbins de très haut niveau, les vrais, de grands talmidei chachamim, ils étaient capables de permettre à la population d'avoir une approche plus douce, plus souriante, plus facilitée par les décisions des rabbins pour que les gens puissent vivre. Donc finalement, il y a beaucoup de mystiques dans le judaïsme séfarade et spontanément, naturellement, les rabbins séfarades ont su allier rigueur de l'étude et mystique, ou Kabbale, comme vous préférez. Et ils ont rendu quelque chose de compréhensible et d'accessible au peuple qui leur donne, qui leur provoque un judaïsme heureux, souvent joyeux, pas toujours parce qu'il y avait des conditions difficiles, mais ça c'est autre chose. Et en tout cas, une espèce d'osmose, de mélange entre la rigueur de l'étude rationnelle et la mystique de la Kabbale. Et les mouvements des mitnagdim et des chassidim, c'est la même chose, mais séparé. D'un côté la mystique et la joie, de l'autre côté la rigueur de l'étude. Et avec le temps, les deux mouvements se sont plus ou moins interpénétrés et on arrive, bien qu'il y ait des différences, à une espèce d'osmose entre les deux mouvements. Alors, on va terminer sur le Gaon de Vilna avec quelques détails intéressants sur sa vie. D'abord, il aura consacré toute sa vie à l'étude et puis il avait des habitudes pour ne pas être distrait. Par exemple, pendant la journée, il fermait les volets pour ne pas regarder dehors. Et puis en hiver, il chauffait pas son bureau et il mettait les pieds dans une bassine d'eau froide pour ne pas s'endormir, pour ne surtout pas perdre une minute d'étude. On dit que le Gaon de Vilna dormait 2 heures par jour, par tranche d'une demi-heure. C'est évidemment pas beaucoup, mais ça a été un très très grand Talmid Chacham.
Et pour ne pas perdre d'énergie en querelles inutiles, il a toujours refusé un poste rabbinique qui lui aurait permis de vivre un peu plus aisément. Et toute sa vie, il a été extrêmement modeste, vivant dans une petite maisonnette, très modestement, très simplement, très pauvrement, mais pour ne pas perdre de temps en querelles ou discussions inutiles. Ce qui n'a pas empêché d'avoir une audience, un retentissement et une aura bien plus grande que sa maisonnette. Finalement, ce sont ses fils qui vont publier ses écrits, son œuvre, et malgré son orthodoxie, le Gaon de Vilna va alléger la tfila en supprimant énormément de piyutim qui émaillaient les offices notamment et de Shabbat et des Chagim. Et voilà ce que dit du Gaon de Vilna, un personnage de très haut niveau aussi, Rabbi Avraham Yeshaya Karelitz, que vous connaissez mieux sous le nom de Chazon Ish. Chazon Ish a vécu entre 1878 et 1953. Nous sommes donc dans quelque chose de très contemporain. Et voilà ce qu'il dit du Gaon de Vilna. Nous accordons au Gaon une place dans la lignée de Moshe Rabbeinu, de Moïse. Dans la lignée de Moshe Rabbeinu, d'Ezra, de Rabbeinu Kadosh, c'est Rabbi Yehuda Anassi qui a rédigé la Mishnah, de Rav Ashi qui a rédigé la Gemara, et du Rambam. Le Gaon a eu un rôle de révélateur de la Torah, car ce saint personnage était prévu pour cette fonction. Il occupe une place semblable à celle des Rishonim, donc les premiers commentateurs de la Torah, ce qui lui permet de s'opposer à eux, dans certains cas, avec force et virulence. Le principe étant que plus on est proche de Matan Torah, du don de la Torah, plus les avis sont incontestables. Or voilà que le Gaon de Vilna a contesté certains avis. Oui, mais dit le Chazon Ish, il était du niveau des Rishonim, donc il est parfaitement dans son droit. Il se permet parfois de prendre des positions autres que celles du Rif ou celles du Rambam pour la même raison. Nous ne sommes pas en mesure de nous représenter son degré de sainteté, de travail sur lui-même, ni de l'étendue de sa compréhension, son assiduité et sa large connaissance dans toute la Torah. On ne peut pas non plus s'étonner du fait qu'il s'oppose au Shulchan Arour, chose qu'il fait dans des centaines d'endroits. Donc il conteste les décisions halachiques du Shulchan Arour. Voilà ce qu'écrit le Chazon Ish à propos du Gaon de Vilna. On ne peut pas faire un plus bel épitaphe pour un rabbin de cette époque. Alors, revenons à nos chassidim, puisque c'est de ça qu'il s'agit. Il y a une tradition qui, sans être essentielle, a poussé le petit peuple juif un peu dans les bras du chassidisme. Et c'est une histoire assez curieuse. Voilà l'affaire. L'historien Kupfer, historien de la fin du 19e, a publié le Pinkas. Le Pinkas, c'est le registre, le livre qui enregistre tout ce qui s'est passé, de la Chevra Kadisha de Zamoshk. Chevra Kadisha, c'est la Sainte Confrérie, c'est l'association qui s'occupe des toilettes mortuaires, des enterrements et de tout ce qui concerne les défunts. Et ce Pinkas montre l'importance d'enterrer les défunts religieusement, parce qu'évidemment, il y a le récit de tout ce qu'on fait, et puis aussi les principes qui régissent les derniers devoirs, qu'on appelle les derniers devoirs à l'égard des défunts. Cette Chevra de Zamoshk sera active de 1687 à 1885, donc plus de 2 siècles, c'est très très long. Et on y découvre les statuts de cette Chevra, qui ont pour but d'empêcher les pauvres d'être du nombre des membres actifs de la Chevra. Alors, ne nous méprenons pas, la Chevra enterre tout le monde, riche ou pauvre, religieux ou pas. Mais être actif, être membre actif de la Chevra, là, ils se protègent et ils empêchent les pauvres d'être membres actifs de la Chevra. Pourquoi on le souligne? Parce que être dans la Chevra, c'est véritablement ce qu'on appelle Gmilus Chassadim, c'est-à-dire
une mitzvah tout à fait gratuite, sans espoir de récompense, parce que par définition, celui qui bénéficie de notre attention ne peut pas se remercier pour la bonne raison qu'il est défunt. Donc c'est vraiment le type même de la mitzvah gratuite, sans aucun espoir de récompense. Et on les empêche d'accéder à cette mitzvah pour des raisons sociales. C'est pas très sympathique cette histoire-là. Alors comment qu'on fait pour que les pauvres ne rentrent pas dans les instances dirigeantes de la Hevra? Tout simplement en exigeant qu'il faut être propriétaire pour faire partie de la Hevra. Les mêmes statuts, d'ailleurs, visent à exclure les cadres communautaires, donc le président, etc., et les rabbins. Donc, c'est un groupe de gens incontestablement religieux, mais qui entretient un entre-soi. On a formé notre groupe et personne d'autre ne rentre là-dedans. Voilà. Alors, il y a différents amendements en 1723, 1728, etc., qui vont renforcer ces mesures d'exclusion, à tel point qu'à partir de 1729, la Hevra contrôle les épitaphes qui sont gravées sur les pierres tombales et de cette façon, elle maintient les différences sociales après la mort. C'est pas très très sympathique cette histoire-là. Mais vous savez, quand on va dans les cimetières en Europe, on voit des pierres tombales qui sont absolument énormes, magnifiques, et puis d'autres qui sont modestes. On entretient la même chose, mais pas sous l'obligation, l'autorité de la Hevra Kadisha. C'est quand même un peu différent. Voilà. Alors, si ces gens, si ces chefs sont religieux, il faut aussi noter qu'ils ont fait de cette Hevra Kadisha une puissance financière et immobilière considérable. Et ça, c'est beaucoup plus étonnant. Alors comment? Grâce aux cotisations, grâce aux frais d'enterrement, grâce aux prestations de services pour la toilette mortuaire, et puis également pour la vente de concessions dans le cimetière et les frais d'enterrement, tout ça accumulé, ils ont accumulé une puissance financière considérable à tel point qu'en 1782, la Hevra et les années suivantes, la Hevra a pu avancer à la communauté l'argent nécessaire pour payer les impôts obligatoires que la communauté n'arrivait pas à couvrir. Voilà, ça c'est cette Hevra. Alors, sa prospérité et puis ses tendances oligarchiques, parce que c'est entre soi qu'on élit les nouveaux membres dirigeants, des membres dont le rôle religieux était vraiment capital, c'est une grande mitzvah, je vous l'ai dit. Cette attitude a contribué, c'est évidemment pas la seule raison, mais a contribué un peu à l'éclatement du judaïsme polonais et a précipité pas mal de gens de conditions modestes dans les bras du chassidisme. Encore une fois, ça n'est pas la seule raison, mais c'est une raison sociale qui a eu son rôle également. Ces Hevra Kadisha, il n'y a pas que celle de Jamosh, qu'il y en a d'autres, sont extrêmement puissantes. À Lublin, c'était le cas également. Et notamment les Juifs des parties orientales de la Pologne, Lituanie, Ukraine, qui sont là les régions où il y a le plus de cas sociaux, si vous voulez, en tout cas de base sociale réceptive à plus de démocratie, c'est là que le chassidisme va faire florès, entre autres, donc pour cette raison-là. Maintenant, ça c'est une histoire qui explique le développement du chassidisme. Le chassidisme, j'y reviens, a aussi été un extraordinaire communicant, notamment grâce aux contes, aux histoires, aux paraboles. Vous connaissez tous des histoires chassidiques, vous en avez entendu, elles sont belles, et ces histoires sont un langage extrêmement parlant et beaucoup plus efficace que de longs discours et de longs développements talmudiques. C'est vrai. C'est un langage didactique, facile, pour faire passer des messages de morale, de comportement, donc tous les enseignements du Moussard, d'une façon facile à comprendre grâce à l'exemple, et notamment à l'exemple de la vie inspirante
d'un certain nombre de rabbins. Je vous raconte deux histoires. La première nous est rapportée par Dubnov, historien du XIXe siècle. Voilà ce qu'il raconte. On raconte que le juste Moïse Leub de Brody tenait à laver lui-même la tête des enfants galeux et disait « Celui qui n'a pas le courage de soigner les abcès des enfants juifs et de nettoyer de ses propres mains le pu qui y siège, n'a pas pour Israël la moitié de l'amour qu'il faut. » Très beau, très bel exemple, très belle à communiquer à la communauté. Une histoire naïve, une histoire touchante, une histoire qui fait aussi penser le Havdil, mais quand même à Saint François d'Assise, qui partage son manteau pour un pot, pour qu'il n'ait pas froid. C'est un peu sur les mêmes thèmes. Bon, il faut dire aussi que dans toutes les religions, il y a comme ça des exemples de gens qui ont un comportement moral tout à fait valable. Et bon, eh bien, nous avons cette histoire-là. Voilà. Alors, voilà une autre histoire qui nous est rapportée par Gershom Scholem, qui était un spécialiste de la mystique. Les histoires sont incorporées au folklore juif, évidemment, mais certaines permettent une lecture à plusieurs niveaux. C'est le cas de celle que je vais vous raconter. Voilà ce qu'on raconte. Quand le Baal Shem Tov avait une tâche difficile devant lui, il allait à un certain endroit dans les bois, allumait un feu et méditait en prière. Et ce qu'il avait décidé d'accomplir était fait. Le Baal Shem Tov. Quand une génération plus tard, son élève favori et successeur, le Maguide de Mézérich, de Hofber, se trouvait dans une situation semblable, il allait à la même place dans les bois et disait « Je ne sais plus allumer le feu, mais je connais la prière secrète. » Et ce qu'il désirait faire devenait réalité. Une génération plus tard encore, le juste Moshe Leib de Sassov s'est retrouvé dans un cas semblable. Lui aussi alla dans le bois, disant « Je ne sais plus allumer le feu, et je ne connais plus les méditations mystérieuses de la prière, mais je connais la place qu'avaient choisie mes ancêtres. Cela devrait être suffisant. » Et cela fut suffisant. Mais quand vint une nouvelle génération, et que le juste Israël de Richin se trouva devant la même tâche, il s'assit sur son fauteuil doré dans son château. Écoutez bien, il s'assit sur son fauteuil doré dans son château et dit « Je ne peux plus allumer le feu, je ne connais pas la prière, et j'ignore la place dans les bois, mais je peux raconter l'histoire comme ça se passait jadis. » Et là, les conclusions sont doubles. Les uns disent que ce fut suffisant, et les autres disent que ce ne fut pas suffisant. Je vous laisse à votre sagacité le choix de méditer les belles pensées et les contes chassidiques que je vous ai racontés là. Il y en a des livres entiers qui ont une vraie valeur d'exemple pour des générations. Voilà pour le Gaon de Vilna et les chassidim. Alors, on a déjà étudié les 7 rabbins du mouvement Chabad, de la dynastie de Chabad. Maintenant, on va étudier quelques autres dynasties. Je vous ai dit, je ne ferai pas les 80, peut-être seulement 78 ou 79, mais rassurez-vous, ça ira quand même. En tout cas, on va en voir quelques-unes, les plus importantes, et nous verrons après quel est le dénominateur commun ou ce qui n'est pas dénominateur commun. Alors, la première qu'on envisage, c'est la dynastie de Braslav. Tout le monde connaît la dynastie des Chassidim de Braslav, les Braslav Chassidim. Et puis ça commence mal. C'est une fausse dynastie. Tout à l'heure, je vais vous expliquer pourquoi c'est une fausse dynastie. Toujours est-il que voilà, l'affaire commence comme ça. Nachman ben Faiga, né en 1772 à Medjiboj.
pas n'importe qui. C'est l'arrière-petit-fils du Baal Shem Tov. Sa maman, Faiga, est la petite-fille du Baal Shem Tov. C'est pas rien. Son père, Rabbi Simcha, est lui également un disciple du Besht. Et il est également l'intendant du Besht. Rabbi Nachman a deux frères, Yeriel Tzvi, Israël Mess et une sœur qui s'appelle Perle. Il grandit dans une atmosphère chassidique, évidemment, à Medjiboj, et va régulièrement la nuit sur la tombe du Baal Shem Tov. Très jeune déjà. Dès ses 20 ans, c'est jeune, c'est quand même des gens qui ont un très grand niveau. Il a beaucoup de disciples, beaucoup d'élèves. Et malheureusement, un incendie va détruire sa maison et il est contraint de quitter Braslav, où il était installé, Rabbi Nachman de Braslav, pour Ouman. Ah, ça vous dit quelque chose, Ouman. Tout le monde entend parler de Ouman tous les ans à Rosh Hashanah. Et il va décéder en fait à Ouman en 1810, toujours attentif, qu'il aura seulement 38 ans. Lors de son décès, il décède de la tuberculose. 38 ans. Rendez-vous compte de l'impact de Rabbi Nachman de Braslav jusqu'à aujourd'hui. Alors, il est enterré à Ouman, vous le savez. Il a 8 enfants. 4 sont morts en bas âge et il y a encore 4 filles, dont une qui vit en Israël. Il a voyagé en Israël pendant une année entière en 1798 et en revient transformé. Et là, il va se passer des choses quand même assez graves. Il rejette ses enseignements antérieurs parce que dorénavant, il se perçoit, écoutez bien, comme une personnalité unique et le chef spirituel suprême pour les générations passées et également pour les générations à venir. Chef spirituel suprême pour les générations passées et celles à venir. C'est un sacré culot quand même. Pensez à ce qu'il y a avant lui, ne serait-ce que Moshe Rabbeinu, Rambam, tous les grands. Ah ben non, il est le chef spirituel suprême. Évidemment, ça s'est perçu comme une arrogance sans nom. Et en plus, il ne s'arrête pas là. Le tzaddik, le chef d'une dynastie, est désigné par ses ouailles. Un rav vient et un beau jour, on désigne un tel comme tzaddik. Lui, non. Il se désigne lui-même. Il se reconnaît lui-même comme tzaddik. Alors évidemment, cette position va entraîner des querelles violentes et permanentes avec les autres maîtres du chassidisme, à l'exception d'un seul. Un seul qui va soutenir sa démarche, c'est Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, dont je ne vous parlerai pas ce soir, personnage très important également. Du coup, comme il est soutenu par Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev, il n'a que quelques centaines de chassidim qui le suivent, Rabbi Nachman de Braslav. Oui, mais il a du coup une notoriété très grande. Il a l'adoubement, si vous voulez, de Rabbi Levi de Berditchev, qui n'est pas n'importe qui, et du coup, son mouvement se place dans le premier rang du chassidisme. Et d'ailleurs, Rabbi Nachman, il a une explication à cette hostilité qu'on manifeste à son égard. Il dit, l'hostilité qu'on me témoigne, les critiques qu'on me lance, c'est la preuve que je suis un tzaddik. C'est la caractéristique du tzaddik. C'est d'être constamment attaqué, critiqué. Donc, vous voyez bien, je le dis moi, mais je suis le tzaddik. Et voilà. Et cette conception qu'il partage avec ses fidèles cimente son groupe, qui accepte ce statut. Et ce qui est très curieux, ils ne sont pas très nombreux, ils sont fortement attaqués, mais le groupe des Chassidim résistera à l'hostilité ambiante après la mort de Rabbi Nachman. Voilà. Alors je vous ai dit, c'est une fausse dynastie parce qu'il n'a pas d'enfant, il n'a pas de fils. Donc ce n'est pas son descendant qui va être le prochain rabbi de Braslav. Ce sera son disciple qui ne sera pas rabbi.
son disciple, qui va notamment rédiger tous ses enseignements, va les interpréter et relancera le mouvement des chassidim de Braslav. Ce disciple s'appelle Rabbi Nathan Sternhartz de Namirov. Ne retenez pas le nom, ce n'est pas très très grave, il va y avoir toute une succession. Rabbi Nathan Sternhartz de Nemirov. Il a beaucoup de nouveaux adeptes et perpétue la tradition de Rabbi Nachman. Entre autres, il instaure le rendez-vous annuel de pèlerinage sur la tombe de Rabbi Nachman à Ouman, qu'on appelle le kibbutz de Rosh Hashanah. Vous avez tous entendu parler de ce rendez-vous de Rosh Hashanah sur la tombe de Rabbi Nachman. Chacun a son opinion là-dessus. Moi, je constate juste que très souvent, ça amène des pères de famille à foutre le camp pendant 4 jours et laisser la famille toute seule à Rosh Hashanah à la maison. Quand même un peu bizarre. Voilà. Mais peu importe. Chacun y trouve quelque chose. De fait, les gens qui reviennent de ce pèlerinage, très souvent, se sentent mieux, se sentent bien. Donc, ça vaut la peine, peut-être. Je ne sais pas. Je vous livre les choses comme elles viennent. Rabbi Steinhartz publie également et diffuse les enseignements de Rabbi Nachman, mais de par sa propre volonté, il ne sera jamais désigné comme rabbi. Il ne veut pas être le tzaddik de la dynastie. Il veut être un rabbin qui transfère, qui enseigne les enseignements de Rabbi Nachman, mais c'est tout. Il ne veut pas d'autorité sur les Braslaves. Il va se heurter à une concurrence, à l'hostilité de Rabbi Moshe Tzvi de Savran, jusqu'en 1830. On va voir souvent ce cas de figure d'hostilité, de concurrents, etc. La troisième génération sera Rabbi Nachman de Tulsi, un personnage intéressant qui succède donc à Rabbi Nathan. Il dirige la communauté de Ouman, alors il y a une communauté braslave à Ouman. Pour le reste, les braslaves sont dispersés en une multitude de petites communautés pas très nombreuses dans des villages, dans des villes, et des communautés isolées, sans structure. Ce sera un des problèmes du mouvement. Et du coup, dans ces petites communautés ou dans une région, vont apparaître des dirigeants braslaves qui ne sont pas investis du titre de rabbi, évidemment, mais qui auront toute autorité sur ces petites communautés qui deviendront indépendantes les unes des autres. Là, ça se passe très bien. Nous verrons dans d'autres dynasties que ça provoquera des schismes. Voilà, l'un de ces rabbins locaux, si vous voulez, les plus influents sera Rabbi Nachman Goldschmidt, qui est rabbin à Tchérin. Ce manque de centralité et de continuité, c'est confus, c'est pas net. Il n'y a pas un patron. Il faut un patron dans une dynastie. Va induire des attaques très très violentes vers 1860, d'un groupe de tzadikim de la dynastie de Tchernobyl. Je ne vous explique pas le pourquoi maintenant. On fera la dynastie de Tchernobyl lors d'un prochain cours. Donc, il y a des attaques très, très violentes de Tchernobyl. Ça devient explosif, ça ne vous étonne pas, venant de Tchernobyl. Et voilà. Et au XIXe siècle, le nombre de disciples augmente sensiblement, malgré l'opposition des autres groupes chassidiques. Donc, en Ukraine, en Lituanie, en Pologne, en Russie, le groupe de Braslav sans chef se développe. Ils vont même jusqu'à construire 2 très très grandes synagogues, une à Lublin et une à Varsovie. On va imprimer des milliers d'exemplaires des livres ou des pensées de Rabbi Nachman. Et donc ça, nous sommes là au XIXe siècle. Arrive le début du XXe, les purges staliniennes de 1930 vont précipiter pas mal de ces chassidim dans les prisons russes où ils seront souvent exécutés. Et évidemment, plus tard, les nazis en Ukraine, en 1941, assassineront des centaines de milliers de chassidim de Braslav. C'est une partie de ce qu'on appelle la Shoah par balle. En Ukraine, 1941, c'est avant le début de la solution finale.
41. Voilà. Qu'est-ce qui va se passer après? Après la Deuxième Guerre mondiale, il y a quand même quelques Braslaves qui vont survivre. Ils vont s'installer en Israël et aux États-Unis. Mais il n'y a toujours pas de tzaddik, il n'y a pas de chef. Mais il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Dans les années 80, Braslav, donc c'est très récent, là, une quarantaine d'années, le mouvement Braslav va connaître un formidable regain de popularité, notamment chez des juifs laïcs ou chez des chosrim betchouva, des gens qui reviennent vers la religion. Et ça, c'est très intéressant. C'est un des mouvements, Chabad également, mais qui travaille beaucoup, beaucoup avec des chosrim betchouva ou bien des juifs laïcs qui simplement s'intéressent à quelque chose, ils ne les rejettent pas. Ce qui explique une partie de leur notoriété. Et aujourd'hui, Braslav est une des plus grandes dynasties, alors qu'ils ont été laminés pendant la guerre, qu'ils n'ont pas de chef, mais rien que la pensée de Rabbi Nachman de Braslav a une formidable audience. Aujourd'hui, Braslav, c'est plusieurs yeshivot, une synagogue à Bnei Brak, à Safed, à Yerushalayim, beaucoup d'écrits édités dans toutes sortes de langues, des conférences pour grand public, donc vous voyez cette ouverture au monde pas forcément religieux. Et une particularité, c'est que tous les établissements sont financés et gérés de façon autonome, de façon indépendante. Alors, qui c'est qui fait ça? C'est l'initiative d'individus ou alors d'un groupe de chassidim et qui s'occupe entièrement du financement de ces institutions. On en retrouve également à Los Angeles, à New York, à Londres, à Manchester et à Paris. Mais il n'y a pas vraiment une communauté braslave. On estime à peu près le nombre d'adhérents à 80-90 000 familles. C'est un chiffre conséquent, hein, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et parmi ces familles, il y a beaucoup de Baalei Tchouva, donc de gens qui sont revenus vers le judaïsme, soit parce qu'ils étaient intéressés, soit parce qu'ils ont été portés par le message de Rabbi Nachman de Braslav. Des centaines de petits groupes de Braslav sont dispersés à travers le monde et sont très attachés au mouvement. Les écrits de Rabbi Nachman sont étudiés dans les yeshivot, mais pas seulement. Ils sont l'objet d'études par des chercheurs, par des universitaires ou par tout simplement des laïcs qui étudient sa pensée, sans pour autant devenir forcément des religieux. Également des juifs ashkénazes ou des juifs séfarades. Rabbi Nachman, les Braslav ont vraiment diffusé très large. Et il y a, se revendiquant de Rabbi Nachman, des groupes non officiels. Je vais en citer quelques-uns, c'est-à-dire des gens qui, dans un endroit précis, ont eu leur petit groupe de fidèles, se revendiquent de Rabbi Nachman de Braslav, mais ne sont pas reconnus vraiment par le mouvement parce qu'ils sont un peu déviants. Vous allez voir tout de suite un nom que vous connaissez. Il y a un groupe d'élèves de Rabbi Yaakov Meir Shechter. Alors, ils prient dans une synagogue séparée des Braslav à Bnei Brak, de leur côté, pardon, à Sharim, et ils sont opposés aux élections en Israël. Voilà. Voilà un personnage sulfureux. Je le cite pour mention parce qu'il se revendique de Braslav, mais c'est un immense voyou. C'est, rabbin, on va le laisser de côté, Eliezer Berlan, vous en avez entendu parler. Le type, il a été arrêté, il a été emprisonné, il a fichu le camp, il a été extradé par les États-Unis. C'est un personnage vraiment tout à fait douteux. Beaucoup le comparent à Shabtai Tzvi. Et très dévot et très pervers, sur tous les plans. Mais figurez-vous qu'il dirige une yeshiva qui s'appelle Shuvu Banim. C'est vraiment pas un personnage intéressant, mais il se revendique de Rabbi Nachman. Encore une fois, il est catégoriquement rejeté. Il y a d'autres personnages comme Rabbi Eliezer Schick, qui dirige la yeshiva Echal Kodesh à Yavnel et à New York, Rabbi Israël Dov Odesser, de Odessa,
Alors lui, c'est lui qui a lancé Nachman. C'est une expression que vous voyez très souvent sur des voitures, un petit autocollant, Nachman, on veut Nachman, Rabbi Nachman maintenant, etc. Très promoteur de beaucoup de danses folkloriques. Il regroupe des Haredim et des Dati Leumi, donc des religieux sionistes. Beaucoup de ballet tchouva aussi dans ce mouvement. Et alors, particularité, ces adeptes de Rabbi Nachman ne se rendent pas au kibbutz de Rosh Hashanah à Ouman. Donc, chacun a ses petites options. Mais encore une fois, ces petits groupes ne sont pas reconnus véritablement comme des groupes de Chassidim de Nachman de Braslav. Alors, quelle est leur doctrine? 5 minutes encore et on aura fini avec le Braslav. C'est le service de Dieu dans la joie, c'est essentiel. Le service d'Akadosh Baruch Hu dans la joie, la simplicité et la sincérité. Rabbi Nachman dit, c'est une grande mitzvah d'être toujours joyeux. Très curieux cette histoire de joie chez Rabbi Nachman. On ira plus loin après. L'étude de la Torah mène à une existence joyeuse, donc on est loin du rejet de l'étude, vous voyez. Le culte, la tfila, sont très émotionnels, avec des chants et des danses. Il n'y a pas très loin de chez moi, ici, à Misgav Ladar, le vendredi soir, il y a un office Braslav, c'est un grand folklore. Hein. C'est très sympa. Je crois que le Rodaudi, ça doit durer 25 minutes. Mais bon, voilà. C'est la joie chez Braslav. Autre chose, un Braslav ne se décourage jamais. Il doit positiver, ne pas s'attarder pour le passé. Qu'est-ce que ça veut dire? Le désespoir n'existe pas. Que même si j'ai multiplié les transgressions, c'est d'ailleurs là l'ouverture au bas des Tchouva, même si j'ai multiplié les transgressions, le Braslav a foi qu'il peut recommencer à nouveau et que Akadosh Baruch Hu lui fera bénéficier de ses bontés et de sa bienveillance. C'est ça la foi parfaite selon Rabbi Nachman de Braslav. Il y a des particularités chez les Braslav. Une toute première, elle est très importante, qu'on appelle la hitbodedut. Hitbodedut, c'est aller prier et méditer en même temps. Les Braslav, très souvent, vont aller se promener 1 heure en forêt. Déjà, la nature nous rapproche d'Akadosh Baruch Hu, parce que c'est la preuve de la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, quand on voit la perfection de la nature qui fonctionne, qui se régénère, qui renaît tous les ans au printemps. Eh bien, aller prier et méditer en même temps. Un Braslav essaye de passer 1 heure par jour seul avec Dieu. C'est ça l'idée. S'adressant à Kadosh Baruch Hu dans sa langue maternelle, comme s'il s'adressait à un ami, à un proche. C'est une idée très puissante, si on y réfléchit bien. L'objectif de cette hitbo de doute, c'est l'unification de cet homme avec Dieu, l'osmose, et pour comprendre ses buts et ses motivations personnelles. Donc, si je me rapproche de Dieu, je vais comprendre pourquoi je recherche ça. Quelles sont mes motivations? Quel est mon but? Où je vais? Et c'est possible en combinant la prière et la méditation. Pour le rabbi, c'est la plus haute forme du service divin et c'est une manière absolument nécessaire pour être un bon juif. La hitbo de doute. Deuxième particularité des Braslav, le kibbutz de Rosh Hashanah, on en a déjà parlé, ce rassemblement sur la tombe du rabbi à Ouman tous les ans pour Rosh Hashanah. On exprime beaucoup de vœux, mais c'est très folklorique, mais j'ai quand même parlé avec plusieurs personnes revenant de là-bas qui me disent combien ils se sentent bien en revenant. Alors, évidemment, il faut être accessible à cette forme de mystique ou de non-raisonnement rationnel. Troisième obligation, le devoir de diffuser l'enseignement du rabbi. Et l'expression elle est magnifique, elle émane du rabbi de Nachman,
pour ne pas être un arbre sec qui ne donne pas de fruits. Donc, on apprend et on diffuse son enseignement pour perpétuer, évidemment, son enseignement. Tout le signe dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est un des chefs, sans être le tzaddik du mouvement Braslav, les 3 principes du mouvement peuvent se résumer en une phrase. Étude quotidienne du Shulchan Aruch. Je vous rends attentif? On parle du Shulchan Aruch et pas du Talmud. Ça ne veut pas dire qu'on n'étudie pas le Talmud. Mais le Shulchan Aruch, ce sont les mitzvot. Étude quotidienne du Shulchan Aruch, la Hitbo de doute, que je viens de vous expliquer, et le kibbutz de Rosh Hashanah. Le Braslav a une confiance absolue en Dieu, que ça aille bien ou que ça aille mal. Gamzu le Tova, du mal viendra le bien. C'est un principe de vie. Et quand on est pénétré de cette idée, on ne tombe pas dans le désespoir ou les mauvais sentiments ou le cafard, parce qu'on est sûr que de toute façon, ça ira bien. Mais il faut évidemment arriver à se pénétrer de cette idée. C'est un travail sur soi-même, mais c'est important. Le Braslav est attaché à son rabbin, chacun dans son coin, évidemment. Tout est bon pour accéder à la joie. Et voilà encore un principe de Rabbi Nachman. Il ne faut ni extrême, ni excès. Ah. Car, écoutez bien, parce que ça, c'est un bel enseignement. Je reprends les propos de Rabbi Nachman. Ceux qui sont excessivement stricts dans le service d'Akadosh Baruch Hu n'ont pas de vie et sont toujours déprimés car ils pensent ne jamais accomplir correctement leurs obligations. Ça, c'est fantastique comme phrase. Si on est trop focalisé sur la pratique, les pratiques, c'est pas qu'il ne faut pas pratiquer les mitzvot, il faut les pratiquer très sérieusement. Mais il ne faut pas non plus être focalisé à l'extrême, faute de quoi on passe à côté de notre vie. C'est une phrase très importante et très lourde. Ceux qui sont focalisés ne ressentent jamais de vitalité à cause de leur rigueur. C'est vraiment un enseignement très intéressant et c'est un enseignement qui permet effectivement de ratisser large dans le peuple juif. Alors, ce qu'il demande, c'est que le chassid choisisse une mitzvah spécifique et qu'il soit très strict dans son application sans atteindre le niveau de l'obsession, car, écrit le rabbi, vous vivrez par eux, c'est-à-dire par les mitzvot, par les commandements, et non vous mourrez par eux. Donc la pratique des mitzvot doit nous servir à vivre, et à vivre heureux, à vivre joyeux. Si on est trop focalisé sur une application ultra stricte des mitzvot, on passe à côté de notre vie. Or, ce n'est pas ça l'objectif de la pratique des mitzvot. Voilà, j'en ai fini pour ce soir. J'espère que ça vous a plu. La prochaine fois, on va parler de Vizhnitz et de Belz. Bravo. Voilà, si vous avez des questions, Ouvrez les micros, il faut mieux. il faut ouvrir les micros si vous avez des questions. Bon, bah, pas de questions, donc tout va bien. J'ai pas compris. J'ai juste une petite question sur l'expression Narmania, là. Je ne sais pas exactement, D'où ça vient? soif, c'est un appel. C'est un des petits groupes semi-dissidents de Rabbi Nachman qui a lancé cette phrase. C'est une façon de aspirer. Alors, on n'arrive pas à dire le mot entier jusqu'à ce qu'on atteigne le règne de Rabbi Nachman. Quelque chose dans ce goût-là. C'est pour ça. C'est une aspiration. C'est un. Aujourd'hui, ça a été repris par tout le groupe des Braslav. Oui, tout à fait. C'est très, très, très diffusé. Très diffusé. C'est quelque chose de sympathique. Hein, c'est tout à fait bien.
tout à fait bien. Il a mal commencé, Rabbi Nachman, ce que je vous ai dit tout à l'heure, avec cette prétention à être la sommité des générations passées et futures. C'est quand même un peu gonflé, Et mais ça l'a pas disqualifié, c'est ça qui est étonnant. si, il a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'opposants, mais il a réussi, notamment parce qu'il a eu l'investiture, si tu veux, de Rabbi Levi de Berditchev. Il a été reconnu par un groupe pas très important à l'époque, mais qui a grossi. Et il a grossi parce qu'après, il avait tout ce côté tolérant, ouvert, joyeux du judaïsme. C'était pas la tronche des Ashkénazes qui sont trop sévères, et voilà. Quelque chose de plus joyeux, et évidemment, ça attire surtout dans les périodes où les choses sont difficiles. Bon marketing, quoi. Pardon? Un bon marketing. Un très bon marketing. Mais les chassidim font un très bon marketing, que je dis, notamment à travers leurs contes, leurs histoires, les histoires chassidiques. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une méthode d'éducation et d'enseignement facile, souriante, légère et qui est percutante, facile à comprendre. Quand tu ouvres un livre de Moussa, c'est un peu rasoir, un peu difficile. Là, voilà, ils font du Moussa très simplement, ils arrivent à un très bon résultat. Les concurrences entre les chassidoutes. Je veux dire, j'imagine que les chassidoutes se font concurrence ou alors au contraire, elles s'allient entre elles. Alors, c'est très compliqué, Dina. En fait, on a vu que les cours chassidiques sont définis par un lieu géographique. Ouais. Les principes de base qui les sous-tendent sont les mêmes pour tous. C'est les principes du Baal Shem Tov. Maintenant, chaque cours chassidique va développer ses propres traditions jusqu'à l'habillement qui est particulier, selon la cour chassidique. Après, les hommes étant ce qu'ils sont, le tzaddik, il a beaucoup d'enfants, et il y a concurrence entre les enfants. Si ça se passe bien, ben ça va, tout va bien. Si ça se passe pas bien, ben il y a un des fils qui va partir, ou deux, qui va aller dans le patelin à côté et créer une nouvelle dynastie. Mm. C'est pour ça qu'on a 80 dynasties, Ah. qui sont en fait des surgeons des grandes dynasties de départ. Il va y avoir, on en parlera, une des dynasties qui a eu les pires bagarres, ce sont les Satmars. Là, ça a été vraiment très, très violent. Mais on va aussi voir un rabbin qui va se fâcher avec son père. Et là, nous sommes dans du contemporain, pendant 18 ans. Et après, petit à petit, il reviendra, et parce que le titre de Admour lui revient. Ma belle-mère avait une très belle expression qui disait que là où il y a des hommes, il y a des comportements humains. Et tout chassidim qu'il soit, ou même tout tzadikim qu'il soit, il y a beaucoup de comportements humains dans ces dynasties parce qu'il y a de la concurrence, parce qu'on veut avoir le poste, on veut être le chef. Et il y a aussi des gros revenus. Mm. Des problèmes financiers, des problèmes d'autorité, des problèmes d'élèves, et voilà. Cela dit, souvent les tzadikim sont des gens de très très haut niveau, très haut niveau, la plupart des cas. Après, c'est un peu compliqué le mouvement chassidique. Souvent les chefs sont débordés par leurs élèves, sont poussés plus loin qu'ils ne le voudraient. Je pourrais vous raconter plusieurs histoires. Je me souviens d'une histoire qu'il y a eu il y a quelques années chez les Toldot Aaron. On en parlera des Toldot Aaron. Ce n'est pas franchement des grands sionistes. Hein. Mm. Il y a un chassid des Toldot Aaron, un jeune, 30, 25, 20, 22 ans. Il est allé à l'université. Il a été catégoriquement rejeté par la chassidoute. Mais il était resté chassid Toldot Aaron, très religieux, respectueux des mitzvot. Il a fait des études, je crois, en informatique. Eh bien, pour la tfila, le rabbi des Toldot Aaron, alors la choule des Toldot Aaron, c'est un immense bâtiment, c'est à Bnei-Brak, immense et magnifique. Et à côté, il y a une petite salle qui est le petit lieu de prière du tzaddik, de l'Admour. Eh bien, le Hadmour de Toldot Aaron prenait ce jeune chez lui, dans son petit oratoire,
pour qu'il puisse prier et faire sa tefila avec tout le monde. Alors que les élèves de l'Admour, ils l'avaient catégoriquement rejeté. Mm. Voilà. Et des situations de ce type, il y en a beaucoup. Avec le Rav Bla aussi, il y a eu quelque chose. Rav Floyd, il y a eu pas mal d'histoires, Mm. notamment à cause de son épouse. Ouais. Il y a beaucoup, beaucoup d'histoires dans les milieux chassidiques, mais encore une fois, en son temps, quand le chassidisme est né en Pologne, ça a été, je crois, une grande chance pour cette communauté, qui était perdue, qui était complètement dévastée, et par Chmielnicki, et par Shabtai Tzvi et Jacob Frank. Et donc le chassidisme leur a permis de se raccrocher à quelque chose. Ça a été une très, très grande chance, incontestablement. Avec tous les excès, les débordements qu'il peut y avoir, parce que là où il y a des hommes, il y a des comportements humains. Et en a Merci. fait, Merci. Bravo, merci. avec plaisir. Bon, on sera amené à en parler, hein. On va étudier plusieurs dynasties, pas parce qu'il y a des grandes, grandes différences. Il y a des différences, hein. Il y en a qui sont sionistes, d'autres qui sont anti-sionistes. Il y a ça aussi. On parlera de celle d'Amchinov aussi, parce que De Amchinov, Amchinov, Mchonov, je ne sais pas comment. Sonov. Mchonov, près de Varsovie. Je ne vais pas les faire toutes, hein, Non, franchement. mais non, parce que ma famille vient de cette De cette dynastie. chassidoute. De Mchonov, ça s'appelle. Oui, 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 voilà la liste des chassidoutes. Ça vous intéresse. Mais il y en a des pages. Ouais. Je vais faire les principales, les plus grandes, celles qu'on voit, qu'on peut côtoyer. Beaucoup ont disparu aussi, notamment à cause de la guerre. Ils ont été Évidemment. complètement lessivés. Il y a aussi des survivants de certaines dynasties qui ont, ou de certaines cours qui ont rejoint d'autres cours parce qu'ils n'avaient plus de raves, ils n'avaient plus de tzaddik. Donc ils se sont rapprochés d'une autre cour chassidique. Et puis il y a beaucoup de cours qui ont disparu comme ça. La guerre a fait énormément de dégâts. Je vous apprends rien là. Non. Mm. Autre question? Oui, J'aime- voilà. Voilà, j'aimerais savoir et faire un parallèle. Au début, quand on a fait les yeshivotes du Maroc, vous nous parliez des petits rabbins qui exerçaient leur pouvoir. Est-ce qu'il Oui. y a la même chose dans le mouvement chassidique? Alors, c'est un peu un peu différent parce que ces petits rabbins avaient souvent de sérieuses connaissances dans les pays d'Afrique du Nord. Et donc, ils cumulaient l'esprit, la philosophie du monde séfarade n'est pas effrayée par la Kabbale. Elle est intégrée dans l'étude du Talmud. Ça fait partie. Il n'y a pas. Je me souviens un jour avoir passé une nuit d'études à Shavuot, Ah et oui, le rabbin, c'était le rabbin Bobot. Et il ah nous oui. dit, bon, on va faire un peu de Mishnah, un peu de Gemara, un peu de Nach, un peu de Vihim, et évidemment, il faut faire de la Kabbale, un petit peu de Kabbale. Ça fait partie. C'est un tout. Alors que dans le monde ashkénaze, la Kabbale elle était réservée aux érudits, pour des raisons de la Gemara d'ailleurs. On dit que Rabbi Akiba et quatre rabbins étaient rentrés dans le monde de la Kabbale, un seul en est sorti intègre, c'était Rabbi Akiba, un s'est suicidé, l'autre est mort, le troisième il est devenu fou. Donc dire que le monde de la Kabbale est un monde complexe, difficile, et le grand reproche du Gaon de Vilna, c'était de vouloir populariser. Vous savez, écoutez, il y a quelques années, Madame, comment elle s'appelle cette chanteuse, Marilyn, non, pas Marilyn Monroe, Madonna, s'est piquée de faire de la Kabbale. En fait, ça fait un peu sourire quand même, hein. Ah, Madonna, oui, oui. Voilà. Voilà. Ça colle pas. Ça colle pas. C'est Oui, un c'est domaine ça. ésotérique, c'est un domaine compliqué, difficile, et il faut un sérieux bagage de Talmud qui vous fortifie avant de rentrer dans ce monde difficile. Voilà. Mais le monde séfarade a su combiner les deux, Oui, oui. sans aller peut-être trop profondément dans la Kabbale, mais en l'effleurant sérieusement. Et ça a permis aux gens d'avoir une approche
avec beaucoup de foi. La foi n'est pas rationnelle. Ah ben non. Et donc, la Kabbale enrichit la foi. Et en parallèle avec tout le savoir traditionnel du judaïsme. C'est une très grande force. C'est une très grande force. Et ça, le monde ashkénaze n'a pas su le faire. Aujourd'hui, on rentre un peu dans ce schéma où on ne peut plus prier sans les joies de Rabbi Nachman de Braslav, dans tous les milieux. On ne peut plus étudier sans le sérieux du Gaon de Vilna. Et tout se mélange un petit peu, chacun gardant sa personnalité, c'est très bien, mais on est accessible à la pensée de l'autre et c'est une bonne chose. Ouais. Merci. Avec plaisir. Ça y est? Bonne Merci fin de beaucoup. soirée à tout le monde.